Alors bonjour tout le monde, les petits gars de YouTube, j'espère que vous écoutez plein de Scud super cool et puis que vous découvrez plein de musique incroyable de votre côté. Et je suis là pour partager en fait encore une fois les écoutes que j'ai que j'ai faites cette semaine, ces derniers jours, aujourd'hui. On est mardi ici à Melbourne, c'est un jour férié aujourd'hui. Et donc j'en profite pour, voilà, pour glisser une petite vidéo là, lancer une petite bouteille à la mer, euh, à la vessie francophone, évidemment. Puis, peut-être si vous me regardez et que vous n'êtes pas francophone, avec l'aide des sous-titres autogénérés ou je ne sais quoi. Donc, bah, merci voilà, de votre soutien et de vos commentaires. Je vous remercie à l'avance. Alors, j'ai une petite pile de disques à mes pieds. Je ne vais pas trop traîner parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vais juste vous parler un petit peu de mes coups de cœur, de mes écoutes récentes. Donc, je vais commencer avec quelques albums de folk au sens large. J'en écoute pas mal quand même. Donc, je me suis réécouté plusieurs fois d'ailleurs ce magnifique album de Elliott Smith. Donc, je suis fan inconditionnel de Elliott Smith. Il nous a quittés d'ailleurs bien trop tôt. Il s'est donné la mort. Enfin, il y a des théories qui flottent là-dessus. On va dire qu'il s'est donné la mort en 2003. Moi, je l'avais découvert personnellement en 98 à la sortie de XO, qui est un de mes albums préférés tous les temps. En fait, moi, c'est dans mon panthéon personnel, c'est super important. J'avais lu un article dans les Un Rock à l'époque et j'étais allé acheter l'album Illico à la Fnac. Et puis j'étais complètement tombé transi amoureux de cette fragilité, de cette honnêteté à fleur de peau. Et puis à ce côté pop, quoi. Il est clairement beaucoup écouté des Beatles, le type. Et voilà, ce mélange entre ces chansons pop et ce côté singer-songwriter super fragile. Donc en 2004, album posthume, il est mort en 2003. Voilà, sa famille a sorti cet album, From a Basement on the Hill, qui est magnifique en fait, qui est tout aussi bon que les albums qu'il a sortis de son vivant, avec Coast to Coast, Pretty Ugly, Fond Farewell, peut-être la meilleure chanson de l'album Twilight, qui est excellentissime. Donc c'est du folk indé, voilà, de haut vol. Et puis si vous avez jamais entendu Elliott Smith, je sais pas si je commencerai par cet album, mais moi voilà, je suis un fan, donc voilà, ça a du sens pour moi. Donc j'ai écouté ça. J'ai aussi réécouté, bon, parfois on sort des classiques, hein, The Times They Are Changing. Donc ça c'est une version, il y a deux albums, enfin, deux des premiers albums de Dylan qui sont réunis ensemble. Donc Bob Dylan, donc je crois que c'est son tout premier album. À moins que. Est-ce que c'est The Free Willing Bob Dylan, le premier album? Je sais plus. Je suis complètement. Euh, je suis pas du tout en phase avec, avec la discographie de Dylan dans ma tête, là, juste maintenant. Mais bon, ça fait partie des deux, trois premiers albums qu'il a sortis. Donc j'ai écouté ça, donc surtout pour le grand Lonesome Death of Hattie Caro, qui est une chanson incroyable. Mais bon, après, il y a Boots of Spanish Leather, North Country Blues, enfin il y a tellement de classiques, When the Ship Comes In, puis la chanson titre, qui est voilà des sommets du folk américain, enfin, c'est le patrimoine mondial, hein, de la musique, hein, ça c'est incroyable. Donc c'est un album de 65 il me semble. Puis voilà un autre album qui sonne comme du Dylan, Outlander de Mike Stevens. Donc, voilà, ça c'est un. Il me semble qu'il est gallois, Mike Stevens. Et c'est un album de folk un peu. Voilà, c'est du folk un peu à la croisée de Fairport Convention et puis de Bob Dylan, parce que sa voix, en fait, elle est vraiment très Dylanesque. En fait, quand on écoute ça, parfois, moi je mets ce disque, parfois je suis bluffé, je me dis que c'est Dylan qui chante. Et c'est magnifique, et puis l'instrumentation est hallucinante, quoi. Je veux dire, il y a. Genre, il y a des super parties de guitare électrique là-dessus. Il y a notamment Dewan Motiar, voilà, qui joue du sitar là. Voilà, c'est un album tout à fait hallucinant de folk, un peu acide, quoi, un peu psychédélique, mais très dylanesque en même temps. Outlander, je vous recommande. Ça, c'est sorti en 79,
10. Voilà. Donc c'est très très bien et c'est très recommandable. Alors voilà un nouvel album que j'ai chopé il y a très peu de temps. Bah, il est sorti cette année d'ailleurs, 2025. Donc c'est une artiste qui s'appelle Gwenifer Raymond. Et c'est en fait ni plus ni moins que la musique américaine primitive. Si vous aimez John Fahey ou Robbie Basho ou Jack Rose, bah, ça c'est tout à fait l'univers dans lequel on se trouve. C'est de la... Alors la musique américaine primitive, si vous ne connaissez pas, c'est le croisement entre le blues, le bluegrass, le folk, le raga indien et on va dire la musique avant-garde contemporaine, style Arnold Schoenberg, style voilà Béla Bartok, mais qui est en fait fusionné dans une espèce de symphonie à six cordes parce que c'est souvent joué à la guitare acoustique solo et c'est très très inventif parce que les accordages sont complètement tordus. Enfin, si vous avez jamais entendu John Fahey, peut-être que c'est le moment de vous y mettre. Alors, Gwenifer Raymond, je crois qu'elle est galloise aussi, comme Mike Stevens. Et voilà, donc l'album s'appelle Last Night I Heard the Dog Star Bark. C'est excellentissime. Moi, c'est un pote qui m'avait branché là-dessus, et puis je l'avais acheté. D'ailleurs, même Romuald l'a chopé, en fait, il me semble. Enfin, bon, non, pas il me semble, j'en suis sûr. Puis il a beaucoup aimé aussi. Donc voilà, c'est sorti cette année. Gwenifer Raymond, excellentissime. Alors après, bon, bah, puisqu'on parle de Romuald, je discutais avec lui bah, en privé, quoi. Puis on parlait d'albums psychédéliques qu'on aime beaucoup. Et puis on est tombé sur cet album, on a discuté de cet album de Cream, Disraeli Gears. Voilà, donc voilà, que dire, hein, moi c'est vraiment le seul truc de Clapton que j'aime, quoi. Je vais dire un truc qui est assez blasphématoire, peut-être pour certaines personnes, enfin ça et Blind Faith, peut-être. Bah, c'est tout, quoi. Je trouve que Clapton, voilà. Souvent ça me touche pas, il manque quelque chose, il manque une âme dans ce jeu de guitare. Mais en l'occurrence, avec Cream, là, il est complètement dans les codes que moi, qui me font vibrer, moi. Donc là, tout est classique, hein, entre Strange Brew, Sunshine of Your Love, Tales of Brave Ulysses, She Was Like a Beard in Rainbow, machin. Outside Woman Blues, c'est un chef-d'œuvre absolu, 67, pardon. Voilà. Que dire, c'est du psyché, blues rock. Enfin voilà, ça sonne comme la couverture, hein, on va dire, hein, c'est tout à fait ça. Si vous avez jamais entendu, c'est l'occasion. Alors, je vais rester dans un disque un peu psyché, là, je suis dans un mode psychédélique. Voilà, un disque dont on parle pas très souvent. Oups, le disque est à l'intérieur. Alors, H.P. Lovecraft, c'est un groupe qui s'est formé à Chicago, mais qui a fait en fait la plus grande partie de sa carrière à San Francisco. Ils font partie de la scène mythique de San Francisco, de Heights Ashbury. Donc voilà, ce sont des contemporains de Grateful Dead, Jefferson Airplane, Blue Cheer, que sais-je, Country Joe and the Fish. Et donc le son là, il est vraiment dans cette veine, c'est assez vaporeux comme son, c'est assez rêveur, c'est du psyché un peu spacey, quoi. On est dans un truc lysergique, un peu stone, quoi. Cette musique, elle est juste fantastique. Je vous recommande d'écouter High Flying Bird, la première chanson, rien que ça. Et même At the Mountains of Madness, c'est juste incroyable, quoi. Donc voilà, j'ai pas mal écouté ce disque récemment. Je sais pas, je sais pas si c'est un original, enfin bon, c'est un des premiers pressages en tout cas. Mais c'est sorti en 68, il me semble. H.P. Lovecraft, c'est leur deuxième album. Voilà, si vous aimez voilà, Jefferson Airplane, enfin, je dirais After Bathing at Baxter's ou bien même Crown of Creation, c'est assez proche de ce son-là. Et puis aussi, ça me rappelle pas mal les premiers albums de Country Joe and the Fish. Alors je parlais avec mon pote Cédric qui va me regarder. Salut Cédric, si tu me regardes, et qui fait pas de vidéo mais qui regarde les miennes et puis qui m'envoie des messages de disques tous les jours sur WhatsApp et puis on se parle à fond.
Puis il est allé en France récemment et il a chopé un original de ce disque, Ashra Temple, qui est un disque culte, classique, on ne peut plus classique. Bon, moi j'ai une réédition un peu. Voilà, c'est nouvelle, qui sonne super bien. Bon, j'ai pas envie de mettre 300 balles, 300, 400 euros là-dedans. Il y en a une copie là, à Melbourne en ce moment, dans un magasin. Et il est à 4 ou 500 dollars. Donc moi j'ai une réédition, mais moi ça me va très bien dans un sens parce que c'est pas un album que j'écoute très, très fréquemment, quoi. C'est un album que j'écoute. Bon, quand on a 5000 disques aussi, c'est vrai que qu'est-ce qu'on écoute fréquemment, hein. Mais voilà, donc il a chopé, il était en France en visite chez ses parents, et puis il a, il y a un petit magasin, et puis il a chopé ce disque en original, et ça m'a fait réécouter en fait. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Et oui, c'est un magnifique disque, c'est vrai, c'est super psychédélique, encore une fois, on est dans un monde parallèle, c'est du krautrock de haut vol, on va dire. Bah, moi, j'aime tout ce que a fait Ashra Temple personnellement, hein. Je trouve que c'est un des groupes fondateurs de ce son-là. Et puis ensuite, avec la mouture Ashra, avec Manu Gotching, ces albums-là, je les adore aussi. Je vous les recommande vivement. New Age of Earth, par exemple, qui est incroyable et puis qui sont peut-être beaucoup plus faciles à trouver déjà. Qui sont plus dans un truc musique cosmique, à la Tangerine Dream, tout ça. Ça, on reste plutôt vers du psychédélisme classique, avec des longues plages assez super planantes. C'était sorti en, je sais plus, 70, il me semble, mais voilà. Ashra Temple, avec cette fameuse pochette. Donc je vais rester avec un groupe de krautrock que j'ai que j'ai réécouté. Cette fois-ci, celui-ci, il me semble que c'est un original de la période, mais que j'avais acheté il y a moult années en Suisse. Brain Ticket. Donc l'album s'appelle Cottonwood Hill. Voilà. Et ça, c'était sorti en 72, 71, 72, il me semble. C'est un album pareil, c'est du psyché complètement délirant. Ils sont suisses, il me semble, mais on les associe souvent au krautrock, quoi. J'adore le petit texte derrière. Listen to the first recording of this LSD hashish fixie jointy sound. Take a trip. Donc voilà, vous avez bien compris. On est encore une fois dans un univers qui est voilà, super psychédélique, assez progressif, et puis oui, qui est proche de choses comme Ashra Temple. Enfin, tout à fait, on est tout à fait dans cette mouture-là. Et puis voilà, c'est du rock psychédélique que je vous recommande vivement, parce que c'est vraiment un album excellentissime. Et puis leur deuxième album est aussi très hautement recommandable. Le titre m'échappe maintenant, mais Celestial Ocean, peut-être, un truc comme ça. Mais c'est vraiment bien. Alors récemment, je sais pas pourquoi, je me suis remis à réécouter The Cry of Love de Jimmy. Alors ça, c'est l'album, je parle de l'album posthume de Elliott Smith. Voilà un autre album posthume. C'est plus ou moins le quatrième album studio de Jimi Hendrix qui a été sorti par sa famille après sa mort, qui est à certains égards tout aussi bien que ce qu'il a fait ce qu'il a sorti de son vivant, hein. Bon, on va pas dire que c'est du niveau de Axis Bold as Love et tout ça, mais c'est quand même un superbe album. Enfin, je veux dire, Freedom, Angel. Enfin, Angel, c'est une de ses meilleures chansons. Et voilà, donc c'était ce qu'il a fait en studio. Et puis on trouve Mitch Mitchell, Billy Cox à la basse. On a des contributions de Buzz Lynard, dont on parle pas souvent. On a Steve Winwood, on a Buddy Miles. Enfin, ouais, c'est vraiment un album où il y a beaucoup plus d'invités qui contribuent au son. Voilà. Si vous avez jamais écouté Cry of Love, c'est assez accessible, et puis je crois que c'est pas un album qui coûte très cher à acheter en général, parce que c'est pas un album qui est très estimé, mais bon, je vous recommande. Alors là, j'ai écouté pas mal de ce qu'on appelle du freak folk récemment, des trucs comme Joanna Newsom, Devendra Banhart, des trucs comme ça. Et puis l'inspiration principale, une des inspirations principales du freak folk,
c'est T-Rex, mais pas T-Rex, la première version de T-Rex, avant qu'il devienne un groupe de glam rock, c'était un groupe de folk psychédélique. Donc là, on a Beard of Stars, c'est ça l'album? Beard of Stars, voilà. Et puis, on a aussi Unicorn. Donc, ce sont deux albums. Ah, c'est comme le Dylan de tout à l'heure, ce sont deux albums réunis en un seul package. Bon, moi je trouve que Unicorn, c'est un bien meilleur album à tous les niveaux. Beard of Stars, c'est pas mal. Ça me captive pas plus que ça, on va dire. Mais par contre, voilà, Unicorn, si vous voulez, du folk psychédélique anglais, complètement débridé, avec un côté un peu enfantin, naïf, ce côté voilà, qui se prend pas au sérieux. Ben, Unicorn, c'est génialissime. Mark Bolan, évidemment, un génie disparu de la scène musicale anglaise. Voilà, que dire? Pas non plus pas quelque chose d'étonnant. Alors, avant que bon, je continue, j'ai deux CD là que j'ai juste là, dont je voudrais parler très vite. Je voudrais dire un petit coucou à Clément, qui fait des petites contributions au Squelette du Pif, qui m'a fait ressortir ces deux albums de Tortoise, donc Beacons of Ancestorship, qui est un super album avec plein de synthés délirants de Tortoise, et puis The Brave and the Bold, qui est sa collaboration avec Bonnie Prince Billy, dont j'ai quasiment tous les albums. Enfin, bon, bon, pour moi, c'est un des grands voilà, de ce qu'on appelle la country alternative. Voilà. Bon, après, donc je me suis réécouté ça parce que Clément en a parlé, et c'est vrai que j'avais oublié, parce que j'avais acheté cet album à sa sortie, c'était en quoi? C'est en 2006 ou je sais pas quoi, 2007, un truc dans le genre. Et en fait, j'avais oublié que c'était vraiment un album complètement dédié. C'est que des reprises en fait. Il y a du Elton John, du Springsteen, il y a plein de reprises assez délirantes. Il y a dont la reprise de Thunder Road de Springsteen qui est hallucinante. Ben, merci Clément de m'avoir rappelé à ces albums. Ensuite, aujourd'hui, je me suis écouté trois classiques de ce qu'on appelle le hard rock. Donc, évidemment, le grand Another Green World de Eno. Bon, bah, que dire, hein. À part que c'est un des plus grands albums qui mélange ce côté hard rock et puis ce côté ambiant. Donc ça, on va d'une chanson qui est un peu une chanson de pop à une chanson, à un morceau ambiant. Moi, j'adore cet album. Enfin bon, c'est un classique pour une bonne raison, hein, c'est normal. On a Phil Collins qui joue là-dessus, on a qui fait de la batterie, on a Robert Fripp à la guitare, et on a des contributions voilà, de plein de musiciens de cette scène, Ian MacDonald, Robert Wyatt, entre autres. Donc c'est un grand disque voilà, de pop alternative, ambiante. C'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. J'ai aussi, bon ben, puisqu'on parle de Brian Eno, j'ai écouté ça aujourd'hui deux fois d'affilée. For Your Pleasure de Roxy Music, leur deuxième album, peut-être leur plus grand album, je ne sais pas, avec vu que vous êtes français et que vous regardez ça, vous connaissez tous Amanda Lear, qui figure sur la pochette avec cette panthère. Enfin, c'est tellement élégant, c'est la quintessence, hein, on va dire. Euh, alors là, enfin, voilà, c'est un album tellement inventif. Ces mecs-là, ils étaient à des années-lumière. Enfin, c'est tellement avant-gardiste cette musique, c'est tellement. Quand on pense que c'est sorti en 73 et que enfin, voilà, on a ce côté rock avant-gardiste avec ces synthés de Brian Eno, ces images qu'ils ont choisies pour. Enfin, tout est pensé, c'est tellement classe quoi. Enfin, alors là, on a Do The Strain qui ouvre l'album, mais moi je vous recommande vivement Beauty Queen ou The Bogus Man. Enfin, c'est excellentissime. Je ne sais pas quoi dire. Je trouve que Roxy Music, je le dis et je le redis et je le redirai, c'est peut-être le groupe qui a eu le plus d'influence dans les années 70 sans que les gens s'en aperçoivent.
J'ai aussi écouté John Cale qui est très, pour le côté art pop, pour le coup complètement dans le moule, Paris 1919, qui est peut-être son chef-d'œuvre, hein, il faut bien dire la vérité, qui est sorti en 73 aussi, comme... voilà, il se prend pour Brian Wilson, hein, on va dire la vérité, mais bon, il le fait très bien, il le fait très très bien, c'est magnifique. C'est une chanson pop, baroque, que dire. C'est juste superbe. Je vous recommande la chanson qui ouvre Child's Christmas in Wales. Et puis la deuxième chanson est magnifique aussi. Hanky Panky Know How. Super. Alors, je vais continuer avec quelques disques un peu d'avant-garde, pop. Alors, notre Premier ministre australien est sorti avec un t-shirt de Joy Division. Et parce que il est cool. Et il s'est fait accuser d'être antisémite et néo-nazi, parce qu'évidemment, Joy Division, il y a une référence à ça. Mais il m'a fait ressortir Closer, qui est, que dire, je vais pas parler de Closer pendant 10 ans, quoi. C'est le meilleur album de Joy Division, on l'a dit, on va continuer. Je l'ai écouté une ou deux fois cette semaine. Alors, on va rester dans l'univers post-punk. Et voilà un album que personne n'a jamais montré sur la VC, je pense. Colin Newman, Provisionally Entitled The Singing Fish. Alors donc, Colin Newman, c'est le leader de Wire, le groupe anglais de post-punk, londonien, voilà. Et donc ça, c'est son deuxième album solo, il me semble. Alors c'est très très ambiant. C'est carrément, on va dire, il y a un côté un peu... voilà, c'est très squelettique comme musique. Et puis il y a des côtés un petit peu pop, mais c'est tout lui qui fait la musique. Il s'est débrouillé pour faire un... Il a bidouillé, quoi. C'est vraiment un album de bidouilleur. Et enfin, j'avais trouvé ça il y a pas très 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 longtemps dans un magasin local pour pas cher. Et puis, moi j'adore Wire, j'ai plein de leurs albums. Et puis je me suis dit, tiens, j'avais jamais écouté cette mouture. Donc ça me fait penser un peu à un album de Brian Eno en fait. C'est très, il y a un côté très ambiant, très très expérimental, mais en même temps super accessible. C'était sorti voilà au début des années 80 quoi. Enfin je sais plus 80, peut-être 81 ou 82 ou un truc comme ça. Alors voilà un album assez fou aussi quoi. Bill Orcutt. Bill Orcutt c'est un guitariste expérimental américain. Et là, on a un mélange, le voilà, Bill. On a un mélange entre de la musique, voilà, indé, assez, comment dire, enfin, voilà, c'est de la guitare électrique. On est vraiment dans le mood Sonic Youth, on va dire, pour faire simple, avec un peu des mélodies, un peu easy listening, parfois même des chants de Noël qui sont un peu... c'est très difficile à expliquer, il faut que vous alliez écouter. C'est juste un album de fou, quoi. C'est de l'easy listening, mais avec du Sonic Youth par-dessus. On va faire simple. C'est sorti en 2024, et c'est un album juste fou et assez magique. Donc allez écouter... Vous allez entendre des mélodies de Noël dedans. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je délire? Mais non, vous ne délirez pas, c'est Bill Orcutt. Euh, Ayant fait mes vidéos sur la pop française, j'ai ressorti L'enfant assassin des mouches de Vanier. Chef-d'œuvre, hein, on va pas se mentir. Un magnifique, magnifique disque qui est sorti en 73, je pense, 72, 73. Et donc, voilà, la pochette est juste folle, quoi. Donc, c'est de la musique concrète, du psyché, de la pop psychédélique progressive. C'est un peu de tout, quoi. C'est un mélange délirant. On a l'impression d'être à la fête foraine quand on écoute ça. Je me rends compte qu'il fait soudain très très noir parce qu'il pleut dehors. Il fait... Alors, dans ma copie de Melody Nelson, il y a un truc très rare, enfin assez rare. C'est ce CD qui est sorti à très très peu de copies. Je crois qu'il y a 75 copies qui sont sorties de ce truc. C'est un mix de Andy Votel qui s'appelle Histoire de Mélodie Vanier. Et en fait, c'est un mix continu de pop française psychédélique
et qui oscille entre... vous pouvez écouter ça en ligne, c'est écoutable en ligne, il y a moyen. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas y accéder, évidemment. Histoire de Mélodie Vanier, donc c'est du Jean-Claude Vanier, du Gainsbourg et plein d'autres choses, plein d'autres musiques pop psychédéliques françaises. Je pense qu'il y a du pop-opéra cosmique là-dedans, il y a des morceaux de Jacqueline Taïeb, il y a des trucs voilà, improbables. Voilà un bel album que j'ai écouté ce week-end, Waiting, du groupe Turia. Alors, attends, je vais vous montrer ça. Donc c'est du folk un peu abstrait, un peu psyché, néo-zélandais de 1985. C'est pas facile à trouver, hein, je vous dirais, mais vous pouvez écouter en ligne. Ça me rappelle un peu un espèce de mélange entre Everything But the Girl, Tim Buckley, et puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un petit peu de je sais pas, Sibyl Baya. C'est un peu un mélange entre ces trucs-là. C'est magnifique, mais bon, il faut pouvoir l'écouter, il faut pouvoir le trouver. Et je vais finir avec quelques disques de jazz. Je sais que ça fait longtemps que je parle, mais je vais abréger. Alors j'ai un autre CD là. Alors un groupe australien que je vous recommande fortement, c'est The Next. Donc ça c'est leur dernier album. C'est un triple. En fait, c'est trois énormes. Ça dure 3 heures en fait. Il dure 3 heures. Donc c'est un triple CD. Voilà. Et en fait, c'est des impros un peu post-rock, un peu jazz ambiant, jazz enfin, très étiré, très allongé. Et c'est le dernier truc qu'ils ont fait, ça date de cette année. Donc The Next, c'est un groupe de Sydney, ils sont trois. Chris Abrams, les autres m'échappent pour l'instant, c'est pas très grave, vous pouvez regarder. Et voilà, ils ont sorti plein de disques dans leur discographie. Et le dernier est magnifique, mais c'est très long, quoi. Mais il n'est pas sorti en vinyle, parce qu'en fait, bah, c'est trop dur. Enfin, je pense que c'est trop cher. Puis de toute façon, eux, leur truc, c'est de faire des pistes qui durent 1 heure, 2 heures, enfin 1 heure d'affilée. Et puis, sur du vinyle, ça marche pas parce qu'il faudrait que ça soit divisé alors que c'est des pistes continues. Donc le Next, c'est plutôt un groupe CD que vinyle, on va dire. Moi, je pense que c'est plus ça. Juste maintenant, là, il y a 5 minutes, j'écoutais ce disque, Atlas del Cosmos, Cold Drinks, Hot Dreams. Alors, pour faire simple, c'est un groupe d'avant-garde jazz, de free jazz mexicain, qui s'est formé en 72-73 et qui est sorti des trucs un peu un peu indépendant. Je crois que c'était sorti un peu sur cassette ou voilà, c'était pas vraiment sorti officiellement. Et il y a un label qui a sorti leur unique album, qu'il a réédité, Blank Form, voilà, en 2024. Mais en fait, c'était jamais vraiment sorti avant ça, quoi. C'est vraiment la première sortie du truc. C'est un mélange entre Cecil Taylor, Don Cherry, Archie Shepp. Il y a ce côté un peu délirant. Il y a un côté free jazz européen, un peu à la Peter Brodsman à certains moments. Mais ça me fait vraiment penser à du Cecil Taylor. Cecil Taylor. Je sais plus comment parler moi. On dirait en anglais Cecil Taylor. Ouais, c'est ça. Mais donc c'est du free jazz mexicain. Et j'avais chopé ça parce que c'était dans un magasin local, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, bon, allez, un peu un blind buy, hein. Donc ça a été enregistré à Mexico. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai réécouté le Soft Machine 4. Voilà. Le dernier album où on a la présence de Robert Wyatt. Il a eu son accident où il est tombé du balcon là, mais il est devenu paraplégique, mais il est encore là. Donc bah voilà, ça c'est un des meilleurs albums de Soft Machine, hein. De toute façon, c'est le numéro 4, il est excellent. Le 1, 2, 3, 4 sont superbes. Je vous recommande aussi le 5 et le 7, qui sont très bien aussi, moi je trouve. Le 4, il est magnifique. On est dans le prolongement du 3 qui était très progressif, mais qui revient à des chansons un petit peu plus courtes, un petit peu plus
voilà, un petit peu moins expansive, un peu moins, voilà, un peu moins riche en instrumentation, mais qui quand même reste du jazz progressif, voilà, canterburien, on va dire, mais qui est superbe. Sorti en 74, 73, enfin, par là, je sais plus. Euh, alors voilà un album. C'était un peu un blind buy, enfin un achat à l'aveuglette. Astral Plane, c'est un groupe du Canada. C'est un groupe de. Il me semble qu'ils sont de Toronto, si je ne m'abuse. Et en fait, vous avez des petites indications, voilà. Et en fait, il s'appelle The Peace Flag Ensemble et l'album s'appelle Astral Planes. Et pour faire vraiment vraiment simple, c'est du jazz à la ECM. En fait, si vous aimez des trucs comme Yann Garbarek ou Serge Géribdal ou des trucs dans ce style-là, les disques de Keith Jarrett sur ECM, enfin c'est un peu dans cet esprit-là, c'est du jazz assez glacial, assez ambiant, ok. Et c'est sorti en 2023. Et en fait, c'était un peu un blind buy. J'aimais bien la couverture, ça m'a parlé. J'ai un peu comme ça écouté un morceau sur Bandcamp. Puis je me suis dit, tiens, c'est cool. Donc j'ai chopé. Puis c'est vrai que c'est vraiment bien, hein. C'est pas, je regrette pas du tout. C'est super bien. Et puis je vais finir avec deux disques de Hannibal. Donc Hannibal Marvin Peterson, c'était un trompettiste. Je ne sais plus s'il est vivant ou mort, hein, je ne veux pas nous dire de bêtises. Un grand trompettiste américain. Alors ça, c'est un album cultissime, hein, le Hannibal avec l'éléphant dessus, sorti sur MPS à l'époque, label allemand de jazz, free jazz. Et là, voilà, on a une espèce de mouture jazz avant-garde, un petit peu sur le côté spirituel, mais plutôt du avant-garde, post-bop, enregistré en live et complètement débridé d'ailleurs. Une grosse recommandation, hein, d'ailleurs. Ça, c'est magnifique. Il y a notamment du violoncelle dessus qui démarque cet album de beaucoup d'autres albums de cette période. Donc ça, c'est un pressage original de 75 sur MPS, mais vous pouvez trouver ça assez facilement. Et l'autre, c'est un repress sur Kindred Spirit, mais c'est un album qui est, je crois, qui est encore très très difficile à trouver en original, mais qui est tout aussi bon, avec un plus gros ensemble. Donc on a du piano, de la basse, de la flûte alto, de la flûte, beaucoup de percussions, enfin, et puis des parties vocales. Donc ça, c'est vraiment du spiritual jazz, quoi, enfin, complètement. The Tribe, c'était sorti à l'époque en 79. Voilà, The Tribe, excellent. Du free jazz un peu spirituel qui défonce. Donc je vous laisse avec ça. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais certainement faire une série de vidéos, enfin, deux vidéos sur le prog français, le rock progressif, parce que il y a des gens qui ont cru que la pop progressive c'était le rock progressif. Maintenant, je vais vous montrer mes disques de rock prog qui sortent de mes étagères. J'en ai pas mal. Donc, on va en faire une petite série. Je vous remercie. Et puis, merci à Joseph d'avoir répondu à ma vidéo de chansons françaises. Et puis, voilà. Laissez-moi quelques commentaires et je vous répondrai, comme d'habitude. Gentiment, en plus.